I'm losing my patience. I just came here to dance. Bonjour. Ouh, tout le monde est réveillé. Ça fait du bien, il fait super chaud dans cette salle. Bon, je vais vous raconter plein de choses super intéressantes. Ne vous inquiétez pas. Je voulais juste savoir qui en a dans la salle avant de commencer. Des étudiants de 42. Good, ok. Des entrepreneurs ou quelqu'un qui a déjà monté une start-up. Ou avec une start-up en cours. Quelqu'un qui n'a aucun projet entrepreneurial en ce moment. Ah, donc il y a quand même des gens qui ne sont pas sûrs. C'est bien. Ok, bon, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Roxane. I have an accent. I'm really sorry. I'm American. Parfois, je vais mélanger. Si jamais vous ne comprenez pas, vous me dites arrête. Je suis venue en France il y a 7 ans maintenant. Je suis de Palo Alto. Vous voyez où c'est ? Bah oui, il y a Facebook maintenant, heureusement. Avant, c'était pas connu. Et en fait, je suis venue en France il y a 7 ans pour faire un master à Sciences Po et j'ai découvert que ce qui me manquait, c'était l'entrepreneuriat que j'avais connu à San Francisco. Moi, j'ai travaillé 2 ans après ma licence à San Francisco. Mon boulot, c'était de faire venir des startups américaines en France, alors que je ne suis pas française et j'avais passé 1 an de ma vie en France et c'était apparemment pas très crédible auprès des Américains. Et quand je disais pourquoi vous ne montez pas Twitter, Facebook et tout ça en France, tout le monde me regardait et me disait mais en France, c'est des grèves, c'est des manifs, c'est des vacances, c'est les 35 heures, c'est pas possible. Et donc, au bout de 2 ans, je dis, je vais aller faire mon master là-bas, je vais voir la vérité des choses. Et en fait, quand je suis arrivée en France, j'ai découvert qu'il y avait un écosystème qui était juste en train de se construire et que personne n'était au courant aux États-Unis parce qu'il y avait plein de Français dans la vallée qui disaient « Ah, mais c'est impossible, on ne peut rien faire en France. » Et je trouvais ça vraiment dommage. Donc, j'ai commencé un petit blog Tech Baguette. C'était une blague à l'époque. Mon père me disait « Mais personne ne va le lire, il ne faut surtout pas y aller. » Quelques semaines plus tard, j'ai été contactée par TechCrunch et j'ai fait le site français pendant 1 an et demi. Donc, c'était plutôt pas mal. J'ai monté plein d'autres projets en parallèle de mes études. Un projet Girls in Tech qui est devenu starter il n'y a pas très longtemps pour soutenir les femmes dans la tech. Je vois quelques femmes. Merci d'être là. Aussi, j'ai monté une conférence en France qui existait déjà aux États-Unis, FailCon, pour parler de l'échec dans l'entrepreneuriat. Donc, il fallait vraiment... j'avais vécu des choses en cours à Sciences Po que je ne trouvais pas du tout cohérentes avec ce que j'avais vécu aux États-Unis. Quand on posait une question, tout le monde me regardait en mode « Mais pourquoi tu poses une question débile ?» Mais je suis là pour apprendre. Et j'avais l'impression que l'erreur ou l'échec en France n'était pas vécu de la même façon qu'aux États-Unis. Et je suis partie à Londres, je suis revenue. J'ai fait l'incubateur de Microsoft pendant 3 ans. Plein de startups, j'ai vu je ne sais pas combien de startups pitcher, voilà. Et depuis octobre, je fais l'Alfred-Ciné. Tout le monde connaît l'Alfred-Ciné ? Cool ! Bon, j'ai pas besoin de pitcher alors. Non, en fait, c'est le plus grand incubateur au monde. Enfin, forcément, un projet de Zavignel. On a maintenant une équipe de 10 personnes. Mais je vais vous raconter tout ça un peu plus tard. Donc, en fait, en gros, cette présentation, j'ai pris toutes les questions que les gens me posent habituellement. Comment pitcher ma start-up, comment contacter la presse, qu'est-ce qui marche bien en France, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et j'ai répondu à toutes les questions. Je vais peut-être aller assez light sur la partie communication. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de startups dans la salle, peut-être la partie com pour les startups, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais je peux vous envoyer mes slides après. Vous avez plein d'éléments sur mon blog où il y a un article qui est publié par an. OK. We start with this. J'ai commencé avec les questions qu'on me pose sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence, comme capacité quand on veut être entrepreneur? Donc, si vous pensez qu'un entrepreneur doit être amoureux de son produit, complètement passionné par son produit, levez la main. I love this game. En fait, non. Et ça, c'est une erreur qu'on voit assez souvent. Il faut être vraiment passionné par le problème, mais la solution va changer. Et souvent, on a des entrepreneurs qui arrivent avec une solution, leur solution, et ils disent c'est génial, ça résout tout. Mais en fait, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. La réponse au problème, ça va changer en permanence. Donc, c'est vraiment le problème qui doit vous intéresser. Bon, ça, c'est pour vous. Si tous les entrepreneurs doivent savoir à coder. Ah, maintenant, vous avez peur? Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous avez bien compris. L'exemple que tout le monde prend, c'est Airbnb,
où en fait l'équipe c'était pas que des codeurs, c'est surtout des designers en fait. Je dis pas qu'il faut pas savoir coder, je pense il faut un minimum, mais pas forcément tous les profils. Je pense que ça c'est pas vraiment des infos pour les gens dans la salle. Sinon un entrepreneur ne lâche jamais, il s'arrête jamais. Quoi qu'il arrive, il continue. Lève la main si c'est vrai. I love it. En fait, non. Et je pense justement, un bon entrepreneur, il sait arrêter quand il faut. Google tue un tiers de leurs acquisitions chaque année. Je pense que ça, c'est une bonne stratégie. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, arrêtez. Bon, j'ai passé quelques années chez Microsoft, je pense que la stratégie est légèrement différente là-bas. OK. What makes a killer startup pitch? Donc ça, c'est quand on présente les startups, les idées. OK, si le pitch se concentre sur l'opportunité. Donc moi, je suis start-upper, j'arrive et je dis « Ah, j'ai une solution de dingue, ça va tout changer. J'ai vu une super opportunité, le marché est tellement grand. » Si c'est ça qu'il faut raconter, lève la main. OK, j'arrête mon jeu, c'est pas drôle. En fait, non. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'on voit plein de startups avec les mêmes idées, mais en permanence. Tout le monde fait des check-in, tout le monde fait des déplacements dans Uber, je sais pas quoi. Mais pourquoi il y a une personne qui va mieux réussir que les autres? C'est ça qui m'intéresse dans le pitch. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez une expérience spécifique? Peut-être vous connaissez mieux le marché parce que vous avez passé 10 ans en tant que chauffeur taxi et maintenant vous comprenez vraiment bien. Je pense que ce qui est drôle dans l'histoire d'Uber, c'est qu'il raconte une histoire où on voit qu'il a vécu la situation. Il connaît vraiment la situation. C'est aussi, par ailleurs, quelqu'un qui connaît très bien le milieu de transport. Mais je pense que c'est justement ça qu'il faut raconter. C'est pas que vous avez forcément un produit qui va cartonner, mais c'est pourquoi vous êtes la bonne personne. OK, quand vous présentez votre produit, est-ce qu'il faut raconter en détail comment le produit marche? Ouais, en effet, ça serait vraiment nul, hein? Ouais. Donc, je prends un exemple. Il y a 2 façons de pitcher un basketball. C'est quoi en français? Un ballon basket. Top. OK, donc je peux commencer en mode, je sais pas, le plastique, il y a tant de pourcentage de matière plastique, il y a tant de matière, je sais pas quoi. Et personne va vraiment comprendre. Mais vous allez dire, mais c'est révolutionnaire, c'est écologique, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas ça qui intéresse le client. Ce qui intéresse le client, c'est le ballon. En fait, c'est d'une taille standard, donc vous pouvez toujours jouer avec dans tous les matchs. Bouncy, c'est quoi en français? Merci, ça rebondit facilement. Enfin, c'est un ballon de basket normal, quoi. Ça marche, c'est canon. Et par ailleurs, en fait, c'est un produit qui est assez écologique. Ça intéresse, pas les pourcentages. J'ai vu plein de pitchs de start-up, en fait, où on nous montre toutes les fonctionnalités du logiciel, tout ce qu'on peut faire, mais en fait, c'est pas ça forcément qui intéresse le client. Donc, quand vous présentez votre startup, c'est d'éviter à raconter tous les détails techniques qui n'intéressent pas forcément tout le monde et vraiment se concentrer sur la partie du client. Qu'est-ce qui intéresse le client? Un bon pitch, vous pouvez le présenter à n'importe quelle audience. Oui? Non? Oui? Si c'est un bon pitch, pourquoi pas, hein? Non? Super, vous avez vu, c'est un piège. Non, one size does not fit all when it comes to pitching. En fait, il faut un pitch adapté à son audience. Je vais vous montrer un exemple. Bon, ça c'est un slide. Vous connaissez le Buffer, la startup? Bon, si vous ne connaissez pas, c'est une super histoire. En fait, ils ont levé $500 000 avec ce slide. Pas mal. Et ils ont plein de chiffres. Mais en fait, 80% de ce qui est sur ce slide n'intéresse pas les journalistes. Donc, ils racontent la même chose aux journalistes et personne ne va écrire son histoire. Il faut adapter son histoire, son pitch à l'audience. OK. Je me demande est-ce que je présente cette partie ou pas. Ça vous intéresse la partie presse, vite fait? Ouais? OK, bon, on va faire. OK, pour la partie press coverage. Il faut juste avoir un très bon produit. Et après, les journalistes, ils vont s'intéresser naturellement. C'est normal, ça, non? Bah non. Et en plus, votre lancement, c'est pas une histoire. J'ai plein de startups qui me contactaient quand j'étais TechCrunch en mode « Je lance mon produit demain. Est-ce que vous pouvez couvrir ?» J'étais là « Mais ça m'intéresse pas. » « Oh, hello !»
En fait, c'est pas une histoire. Je vous donne l'exemple de ce qui est une histoire. En fait, j'ai une startup qui m'a pitché qui s'appelle Mad Mags. Est-ce que vous connaissez Mad Mags? Bon, c'est un logiciel, ça permet de créer un magazine, vous pouvez l'imprimer par la suite, voilà. Assez basique. Je suis désolée si l'entrepreneur entend ça un jour. Il m'a contacté on a 129 utilisateurs. Et j'ai dit, ça, c'est pas une histoire. C'est même pas des chiffres vraiment impressionnants. Mais il me relançait. Au bout d'un moment, j'ai dit, OK, on va voir ce que tu as raconté. Et il m'a dit, en fait, le premier client, c'était un petit garçon de 9 ans. Ah, ça devient intéressant. Donc finalement, j'ai couvert son produit et son histoire. Parce qu'il a finalement trouvé l'histoire qu'il fallait pour attirer des journalistes. Levez la main s'il ne faut pas passer beaucoup de temps sur un communiqué de presse. Vous savez ce que c'est un communiqué de presse? En fait, c'est un... Comment je peux expliquer ça? En gros, c'est une fiche avec les éléments de base sur une annonce. Donc par exemple, vous allez annoncer que vous allez lever de l'argent. Vous mettez une petite annonce, on a bouclé un tour de table de, 1 million d'euros. Et vous mettez les éléments, mais très basiques. Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Qui sont les investisseurs? Et on a levé tant d'argent. Mais en fait, vous pouvez aussi faire autrement. Vous pouvez aussi faire des annonces maintenant sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi envoyer juste un mail comme ça où vous avez écrit quelque chose, on a levé beaucoup d'argent, voilà. Donc, s'il ne faut pas passer beaucoup de temps sur un communiqué de presse, OK. You're right. En fait, moi, je propose à tout le monde de bien regarder les communiqués de presse pour son industrie. Il y a plein de modèles différents. Donc ça, par exemple, c'est un communiqué de presse de Microsoft. Pas d'images, que des textes. Il raconte tout ce que vous voulez sur le produit. Bon, j'ai pris l'extrême. Maquillage. Il n'y a que des images. On raconte presque rien sur le produit. Et en fait, ça, c'est des standards de l'industrie. Donc, si jamais vous êtes dans l'informatique et vous avez un produit et vous mettez plein d'images, plein de couleurs et vous racontez rien sur le produit, bon, ça va jamais passer. Et si vous racontez votre produit comme ça pour l'industrie cosmétique, ça va jamais passer non plus. Donc, c'est bien adapter aussi le communiqué de presse à son marché. Bon, vous avez compris ça. OK, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un communiqué de presse? Bon, j'ai déjà expliqué globalement ce que c'est. Mais en fait, il faut faire un communiqué de presse quand vous avez une annonce à faire. Genre, on a embauché Mark Zuckerberg. Il faut mettre des éléments très basiques sur votre société. Donc, date de lancement, combien de personnes vous avez dans l'équipe, si vous avez des bureaux dans les différents endroits, combien vous avez levé en financement, le business model et comment le produit marche, concurrence. Je pense que j'ai eu beaucoup de startups qui m'ont dit on n'a pas de concurrents. Et c'est jamais vrai. Et ça marche pas pour les journalistes parce que les journalistes vont aller chercher qui sont les concurrents. Et si le journaliste n'a pas compris, va parfois inventer et mettre d'autres noms que vous voulez pas à côté de nom de votre entreprise. Et ensuite, il faut des chiffres. Il faut toujours des chiffres. Nom de client, nom de téléchargement, tout ce que vous voulez. Mettez quelques chiffres. En revanche, il ne faut pas tout mettre dans le communiqué de presse. Il faut toujours garder quelques éléments un peu exceptionnels pour des journalistes que vous aimez bien. Donc, si vous voulez absolument un article dans TechCrunch, vous gardez quelques éléments et vous dites, par exemple, on a dit à tout le monde qu'on a levé de l'argent, mais on n'a pas dit avec qui. Et à TechCrunch, vous donnez en fait les noms des investisseurs, par exemple. Et comme ça, TechCrunch, il est sûr qu'il a une information que les autres n'ont pas. Et j'espère qu'il va écrire. Si vous pouvez, levez la main si vous pensez que vous pouvez juste copier-coller le même mail pour tous les journalistes. Oh my God, please don't do that. En fait, même si on a beaucoup de blogs tech, il y a beaucoup de blogs, je ne sais pas si tous les blogs-là existent encore, mais même parmi les blogs tech, il y a beaucoup de différences. Par exemple, je prends Mashable, qui est très médias sociaux, et TechCrunch, qui est très drame. On adore le drame chez TechCrunch. Même au sein d'un média, les journalistes ne sont pas les mêmes. Par exemple, le fondateur de TechCrunch, il déteste la France. Donc, si vous êtes une petite start-up française, vous contactez Michael Harrington, qui n'est plus là. Il va dire non, je ne vais jamais couvrir. Ou si je couvre le sujet, comme je n'aime pas la France, je vais bâcher la start-up. Moi, en fait, j'adore la France. Et si je pouvais couvrir des start-up françaises, ça me faisait plaisir. Donc, vous allez choisir en fonction de votre sujet qui il faut contacter. Bon, là, je vous ai fait des exemples de titres. Parce qu'en fait, quand vous envoyez un communiqué de presse,
Là, je ne vous ai pas mis ma boîte mail, mais je recevais peut-être 200-300 mails par jour, plus ou moins avec le même titre. On a lancé notre produit, on a levé de l'argent, on a signé un partenariat. Et en fait, il faut faire sortir le titre pour que le journaliste il soit plus attiré par votre sujet que par un autre sujet. Donc, on va faire dans l'ordre. Il fallait surtout un mail personnalisé, un titre qui intéresse le journaliste. Donc, prenons le premier. Premier app site launching to dominate the industry. C'est complètement con, ça. Je sais pas quoi. Plizy raises 1.2 million in funding, launches private beta. C'est pas mal, ça. Deuxième, IKO System. Je sais pas ce que c'est. Et vous voyez que c'est un press release. Je sais pas ce que c'est. Pareil, Telefonica. Deal impacts 250 million subscribers. Bon, ça aurait pu être intéressant, sauf que moi, je couvre pas Telefonica. Donc non. All my apps secures 1 million. Bon, même si c'est un press release, c'est pas mal. Press release, bon, ils ont mis ça dans le titre, donc no way. Et en bas, Hi Roxanne, opportunity for French entrepreneurs. Ça, c'est l'exemple par excellence. La personne a compris que je m'appelle Roxane et que j'aime bien la France et l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à personnaliser aussi le titre en fonction de qui vous contactez. Et je déteste les mails qui sont genre team. Ça marche jamais parce que vous êtes sûr de tomber sur pas une vraie personne, quoi. Donc voilà, donc je vous ai mis quelques exemples que j'ai traités et quelques exemples que j'ai pas traités. Bon, là, vous voyez plus. We do it again. OK. En fait, la façon dont vous communiquez avec les journalistes est beaucoup plus importante que les informations que vous envoyez. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une annonce super importante à faire, mais vous contactez, vous arrosez tous les journalistes avec les mêmes informations au même moment, il y a peu de chances que ça va apparaître dans les médias. Moi, j'avais quelqu'un, peut-être vous connaissez cette startup, donc je ne vais pas dire non, qui a levé de l'argent avec tous les meilleurs investisseurs en France. Genre tous les business angels les plus connus. Il y en avait 10. Il a fait une super levée de fonds. Il m'a dit, je te donne l'exclu, ce qui veut dire que moi, je peux publier avant les autres. Sauf que son investisseur a balancé le communiqué de presse à tout le monde. J'ai jamais couvert. C'était hyper dommage parce que c'était une super histoire. Mais le média, il travaille comme ça. Donc, il faut juste garder en tête aussi que les blogueurs, en fait, ils traitent un média qui est interactif. Donc, si vous pouvez envoyer des liens, des vidéos, des choses sur lesquelles on peut cliquer, c'est encore mieux. Et c'est aussi un média en temps réel. Donc, il a peu de temps pour publier son article. Il faut donner un peu d'avance. C'est pas juste j'envoie une demi-heure plus tard, il faut que ça soit en ligne. C'est normalement quelques heures d'avance. Vous pouvez contacter la veille, voire il y a 3 jours si c'est vraiment un média super important. Évidemment, il faut absolument une histoire pour avoir de la presse. Il faut une histoire forcément. En fait, non. Ha! I got you. En fait, j'ai beaucoup de startups qui me contactent et qui me disent comment avoir de la couverture dans les médias, même si j'ai rien à raconter. Donc, j'ai lancé mon produit, je n'ai pas levé d'argent, on ne fait pas de nouvelles fonctionnalités, il va passer 1 an avant que je puisse raconter quoi que ce soit. Comment je fais pour avoir de la presse? Vous pouvez faire un guest post. Vous avez déjà lu les guest posts? Non? Personne n'a lu les guest posts. En fait, en gros, c'est un article par un invité qui n'est pas journaliste, mais c'est un expert de son sujet. Donc chez TechCrunch, moi j'ai quelqu'un qui a publié un article sur le freemium. Et en fait, il avait une start-up. Le business model, c'était du freemium. Il a écrit un article sur pourquoi il a choisi le freemium. Et en fait, en titre, il avait mis « Voilà, moi je suis fondateur de telle start-up ». C'était le meilleur article qu'on a publié sur TechCrunch. Et c'était pas un journaliste. Donc vous pouvez aussi contacter des médias et pitcher des sujets et voir si vous pouvez publier un article sur votre domaine ou votre expertise. Pas sur votre produit. C'est pas un article pour se vendre. Vous avez plus de questions sur la communication, je vais arrêter là. J'en ai plus sur mon blog. J'ai une presse qui est un peu plus approfondie. Donc, what about France? Bon, qui a l'impression qu'en France, il se passe quelque chose, mais c'est pas dingue et il faut partir ailleurs pour monter sa boîte? Ah, vous avez honte? Ok, j'espère que je vais vous convaincre de rester en France. Mais la première chose que j'entends dans l'écosystème, bon, je ne pensais plus maintenant vraiment le cas depuis quelques années, mais j'entendais souvent avant, there's no startup funding, on n'a pas d'argent en France. En fait, cette année, la France a eu plus de levées de fonds, en termes de nombre de levées de fonds. Je ne parle pas de montant, mais le nombre de startups financées,
c'était le pays avec le plus de financement en Europe, devant l'Angleterre et devant Israël. It's fucking shocking, right? It's awesome. Ok, bon là je vais vous raconter ce que c'est 42, parce que je mets ça aussi dans ma presse. Je présentais ça en Iran en fait. Si vous pensez qu'il n'y a pas de World Class Project comme Y Combinator aux États-Unis, bon, normalement vous ne devez pas lever la main parce que vous êtes chez 42, mais je commence toujours avec 42. C'est assez exceptionnel comme projet. Je pense qu'on n'a pas vu ça dans un autre pays. Enfin, c'est le seul qui existe au monde, avec maintenant San Francisco. Je n'ai pas besoin de présenter ce que c'est. Kima, vous connaissez Kima, le fonds de Xavier ? 100 investissements par an. C'est pas une blague, c'est du jamais vu. En fait, normalement, les autres fonds avec, qui font les investissements au même stade de développement, ils font 10 par an. Enfin, c'est impressionnant pour moi. Et bon, la halle. Forcément, je pense que la halle est assez exceptionnelle, mais je ne suis pas objective. Donc, qu'est-ce que c'est ? 34 000 m² d'incubateur dans le centre de Paris. Vous avez déjà vu la halle ? Vous voyez où c'est ? C'est à côté de la bibliothèque François Mitterrand dans le 13e. Bon, vous voyez que c'est un bâtiment historique. Il n'y en a pas 10 dans le monde, hein. Il y a une halle. Et en fait, on a de l'espace pour 1000 startups. Mais le bâtiment, en fait, il est coupé en 3. Et vous allez avoir des passages piétons pour que vous ne fassiez pas le tour à chaque fois que vous avez envie de faire le tour de la halle. Donc, on a normalement à l'entrée un espace événementiel, des salles de réunion, un Fab Lab sur site, un café, plein de services pour les startups. On a au milieu plus d'un tiers du bâtiment qui est juste pour les startups. C'est plus de 3000 places ou postes de travail que pour les startups. Et ici, c'est une zone restaurant avec 4 cuisines et un bar. Ça serait ouvert 24/24 au public. Donc même si vous n'êtes pas sélectionné pour venir bosser dans la zone startup, vous pouvez venir ici quand vous voulez. Ok. Et la dernière chose que j'entends sur la France, c'est le gouvernement s'en fout complètement des startups. Bah, en fait, c'est pas vrai. Déjà, en termes d'investissement, est-ce que vous connaissez Index Venture ? C'est un des meilleurs fonds en Europe. BPI France, qui est le fonds public, a fait plus d'investissements que Index Venture. Ça, pour moi, c'est hallucinant. C'est pas une blague, c'est vraiment impressionnant d'être devant le meilleur fonds en Europe quand on est un acteur public. Bon, je parle du CNUM. Vous connaissez le CNUM, Conseil national du numérique ? J'en fais partie, je n'ai pas beaucoup participé. Mais en gros, on est là pour conseiller le gouvernement et l'administration sur tout ce qui est digital et numérique. On parle par exemple de l'éducation supérieure, des PME, enfin comment faire les transitions vers les digitales. Il y a plein de sujets qu'on traite. Il y a plein d'experts des différents backgrounds. C'est vraiment une super façon de traiter les différents sujets. En revanche, je pense que c'est un peu étrange parce qu'ils ont pris les gens d'abord et après ils ont défini les sujets. Donc moi, j'avais fait un peu dans le sens inverse, en prendre des experts qui répondent vraiment à ce qu'on cherche en termes de sujets. Vous connaissez France Digital ? Yes ? No ? It's okay. C'est une association qui est plutôt en lobby. En fait, ça regroupe les gens aussi de l'écosystème. Donc, c'est des entrepreneurs, des investisseurs, des corporates, enfin tout ce que vous voulez. Et ce que j'aime bien, en fait, ils font 2 choses que vraiment j'aime bien. Déjà, ils publient chaque année un rapport avec Ernst & Young sur des chiffres dans le numérique. Ça, c'est super important parce qu'ils montrent, par exemple, combien d'emplois sont créés dans le numérique, combien de femmes, combien d'hommes, c'est quoi le niveau d'éducation. Et je pense que c'est important parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris que le numérique, ça aide l'économie. Donc, je trouve ça vraiment canon comme projet. Deuxième chose, c'est qu'ils ont invité, il y a 2 ans, je crois, 150 investisseurs internationaux à l'Élysée pour voir qu'est-ce qu'on fait en France. Et je pense qu'ils ont peut-être parlé de 42, parlé de la halle, parlé de plein de projets, parce que les gens, en dehors de la France, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien. Et maintenant, ils sont vraiment en train de changer comment les gens ils voient la France. Bon, vous connaissez la French Tech, je vais peut-être faire un tour hyper rapide sur ce que c'est, mais en gros, moi, j'aime bien la French Tech. Enfin, la French Tech, il y a des choses qui font bien et des choses qui font moins bien. Mais si vous avez vu ces titres après CES, vous connaissez CES, Consumer Electronics Showcase. Là, j'avais l'impression qu'on parlait vraiment de quelque chose d'exceptionnel. En fait, la France a envoyé 200 startups au CES dans tout ce qui est objets connectés. Et les titres dans CNN, dans Forbes, dans tout ce que vous voulez comme médias américains disaient la France, c'est numéro 2 après les États-Unis en objets connectés.
Et ça, c'est grâce à la French Tech. Donc même si la French Tech et sa marque, et personne ne comprend ce qu'il y a dedans, et 15 millions d'euros qui sont dépensés pour ça, ils font quand même des choses qui aident. Et je pense aussi, c'est assez différent de ce qu'on voit en Angleterre. Tech City UK, c'est l'équivalent de la French Tech en Angleterre. Tech City UK se concentre sur Londres. Et la French Tech a bien réussi à couvrir tout l'écosystème en France, et je trouve ça vraiment pas mal. Je pense qu'il ne faut pas juste regarder un endroit. Ça aurait été vraiment dommage de regarder que Paris. On aurait raté plein de belles startups qu'il y a partout en France. Et aussi, notre cher ministre. Je pense que les choses ont vraiment changé parce qu'on avait depuis longtemps un ministre digital. Mais depuis, j'ai envie de dire depuis Fleur Pellerin, qui était là avant Axel Lemaire, on a commencé à avoir les ministres qui participent à nos événements. Donc en fait, quand je me rends dans d'autres pays et les gens me disent qu'est-ce qu'il faut faire avec le gouvernement, pourquoi ça bouge pas, je dis, en fait, chez nous, on a même des ministres qui viennent à nos événements, qui essaient de comprendre les startups et qu'est-ce qu'il nous faut. Et là, je pense que c'est vraiment différent en France. Et on voit ça que dans certains pays, pas dans tous les pays. C'est vraiment pas le cas partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore changer notre écosystème ? Je pense qu'il y a 3 choses. Bon, l'éducation. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est important de bien enseigner la tech, surtout. Je pense que la tech, ça va être comme l'anglais dans le futur. Donc, il va falloir un minimum de tech pour n'importe quel métier. Mais je pense surtout il faut qu'on commence encore plus jeune que vous. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais il faut commencer au lycée, au collège. Chez Microsoft, on a reçu une centaine de filles qui avaient 12-13 ans. Et on a demandé, est-ce que vous avez envie de travailler dans la tech ? Et tout le monde m'a dit non. Et ça m'a rendu un peu triste. Et quand j'ai demandé pourquoi, elles m'ont dit, j'ai pas envie de ne pas parler avec des êtres humains dans mon travail. Oh my God ! Mais qui vous avait dit qu'on ne parle pas avec des êtres humains ? Donc, je pense qu'il faut enseigner la tech différemment et donner envie aux jeunes. Donc, un projet que j'aime bien mettre en avant, c'est un programme qui s'appelle Magic Makers. Vous connaissez Magic Makers ? Ça a été lancé par une Française. Et en fait, c'est pour apprendre aux jeunes ou aux enfants à coder avec des jeux vidéo. Et je trouve ça vraiment canon. Et je pense qu'il faut plus de projets comme ça qui montrent c'est pas juste on se met derrière un ordinateur et on code. Il faut vraiment donner du réel. Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, quand on disait à ces jeunes filles est-ce que vous comprenez même ce que vous pouvez faire avec la tech ? Et ils ne comprenaient pas. Et après, ils disent, mais moi, j'aime bien Snapchat, et j'aime bien Instagram, et j'aime bien Facebook, mais ils ne savaient pas que c'était la tech, tout ça. Donc, assez drôle. Il faut plus de diversité aussi dans nos startups, dans l'écosystème tout court. Moi, je suis convaincue que l'innovation, ça vient de la diversité. Je vais commencer avec les femmes, surtout parce qu'on en a quelques femmes dans la salle. Je suis hyper contente, mais il en faut plus. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, it's an untapped talent pool. En fait, il y a un talent. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui travaillent dans la tech, mais ça peut être une ressource exceptionnelle pour notre écosystème. On peut avoir encore plus de gens talentueux qui travaillent dans notre domaine. Et Paris se positionne aujourd'hui assez bien en termes de création d'entreprises par des femmes, mais en termes de métiers tech, donc quand on parle vraiment des ingénieurs, on est encore autour de 10%. Je pense aussi qu'il faut travailler plus avec des populations, je ne sais pas comment faire la traduction de underprivileged population, mais c'est... Vous comprenez ça ou pas ? Défavorisé, merci. Oh, excellent, live translation. Et je pense que ça peut aider avec le chômage. Si on aide les gens à créer des entreprises, ils vont embaucher des gens, ils vont avoir un emploi eux-mêmes. Et je pense qu'on voit ça, j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille sur le sujet dans les dom-toms, et je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Et ensuite, les profils internationaux, ça commence à changer, mais la France a vraiment un travail à faire. Le gouvernement a lancé le French Tech Ticket pour inciter les entrepreneurs étrangers à venir en France. C'est un super premier programme, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Quand je regarde Londres, avec la langue, il y a beaucoup moins de barrières en fait, pour les gens qui souhaitent être entrepreneurs là-bas. Et la France peut faire beaucoup, beaucoup mieux pour inciter les gens à lancer des boîtes en France. Mais on a déjà eu quelques exemples. Je pense que le French Tech Ticket a fait venir 50 entrepreneurs de 23 pays différents. Et ça va avoir un impact sur nos startups ici. En fait, tout ce qu'on crée comme emploi en France avec un étranger, c'est un emploi qui ne part pas en dehors du pays. Donc, il faut même encourager des startups à embaucher des profils internationaux. Finally, global collaboration. Parce que moi, je suis convaincue que tous les pays en Europe, ils restent un peu dans leur coin.
On a plein d'homologues de tout ce que je viens de vous montrer dans tous les pays, mais en fait, on a peu de projets qui sont vraiment pour toute l'Europe ensemble. Donc, un exemple que j'aimerais bien vous montrer, qui est un des premiers projets qui est vraiment européen, c'est The European Tech Alliance. C'était créé par le fondateur de Skype, qui est aujourd'hui investisseur chez Atomico à Londres. Il a créé The European Tech Alliance qui regroupe en fait tous les meilleures startups en Europe. Donc vous avez de Spotify, de Made, de Klarna, de Rovio. En fait, ça couvre tous les pays. Et en fait, ils travaillent ensemble pour les mêmes causes en fait, parce que tout le monde est en train de traiter les mêmes sujets partout. Et là, les vrais sujets, c'est pas juste des petites startups, mais c'est des startups quand elles commencent à se développer. Comment on peut aider ces startups à aller beaucoup plus loin en Europe, vu qu'on a tellement de règles différentes selon les différents pays. Donc, you need a strong local ecosystem, but you should be building bridges as well. Ok, je vous laisse avec ça. Comment vous allez créer votre écosystème, et je vous ai laissé aussi quelques ressources. Si vous êtes start-upper, si vous avez un pitch à faire, regardez bestpitchtext.com. Vous avez des exemples de Airbnb, de Facebook, de je ne sais pas qui. Bon, il y a plein de livres sur comment créer start-up, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Ça, c'est le livre que moi, je conseille à tout le monde. Investor Database, en fait, si vous cherchez des investisseurs pour votre projet, en fait, ça, c'est juste un Google Doc, mais partagé avec tout le monde en Europe, et tout le monde a rajouté ses contacts. Donc, vous tapez ça sur Google et vous allez tomber dessus. Et best practice, quand vous êtes startup, c'est de créer un profil sur Crunchbase. Tout le monde connaît Crunchbase. C'est l'équivalent de Wikipédia pour les startups. Si vous n'êtes pas visible, personne ne va parler de vous, personne ne va vous connaître. Vos clients, les journalistes, tout ce que vous voulez. Donc, créez un profil aussi. Thank you. Ah, merci. Ok, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il y en a un micro. Oui, merci Roxane pour ta présentation. Et je voulais savoir, avoir un peu plus d'informations sur Alfred Ciné. Quand est-ce que vous allez lancer? C'est quoi les prochaines étapes? Pré-inscription, des choses comme ça. Il y a une prochaine étape qui va sortir demain. Wow. Je n'en dis pas plus. Et une étape suivante qui va sortir à la rentrée. Pour les startups qui souhaitent postuler, ça va être plutôt à la rentrée, mais vous pouvez dès demain commencer à nous communiquer sur vos projets. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on va vous dire demain. Où? Sur le site. Aujourd'hui, c'est minstartup.fr, notre site. Et le site actuel, enfin la halle elle-même, va ouvrir en janvier. Donc normalement, fin janvier, on va commencer à mettre en place des startups et vers fin février, on prévoit de faire une ouverture publique. Est-ce que vous recrutez? Des stagiaires. Pas de stagiaires. Je cherche des stagiaires, mais sinon l'équipe aujourd'hui au complet, on va chercher plutôt des gens pour le bâtiment vers la fin de l'année, mais tous les postes start-up sont déjà pris. Yeah, sure. No, Alfresina is really awesome, and that's it. No, so tomorrow we have an announcement. So our website is 1000startups.fr. You guys can go check it out tomorrow. We have a mini announcement, and we have a bigger announcement in September. For startups that want to come to our space, applications will officially starting September, but you can already tell us about your projects if you're interested starting tomorrow. So, and what else did I say? I said it will open in January, and we'll probably start letting startups take their spaces in January, and then in February we'll do an official opening. Of the selections for the startup? We have no idea. Okay. So that's why. You'll know more in September. No more questions? En anglais, en français. Est-ce que vous cherchez des devs en stagiaire? Oh my god, yes. De quoi? Oui. Oui, cool. C'est pas encore officiellement lancé, mais oui. Donc si vous êtes intéressé, come talk to me.
Ok. Combien de personnes vont venir me voir après? Juste. Ok. Et du coup, le bâtiment, il est terminé? Non, du tout. C'est en chantier. J'ai été aujourd'hui, tu rentres couvert de terre, c'est un vrai chantier, quoi. Je vais pas vous parler en langage de chantier parce que je comprends rien moi-même, mais normalement, à partir de septembre, tout ce qui est câblage, les meubles et tout ça, ça va commencer à être mis en place. Et je pense que vers fin novembre, tous les travaux seront vraiment terminés et on commence vraiment à valider les points de sécurité et tout ça. Ok. Vous avez entendu parler de notre extension à Ivry? On a déjà des projets d'extension. Un peu comme ici, j'ai l'impression, il y a des extensions partout. Mais ça s'appelle At Home. Et c'est à Ivry, c'est des appartements pour 600 entrepreneurs. Donc si vous prenez un bureau à la Halle, on aura éventuellement aussi un logement à vous proposer. L'espace va ouvrir 1 an plus tard. Oh my god. Vous n'êtes pas sympa, franchement. En fait, je ne peux pas aller dans les détails de l'offre aujourd'hui parce que c'est toujours en train d'être défini. Je peux dire que c'est un très grand incubateur, le plus grand au monde. Il y a Xavier Niel derrière. Je pense que c'est un effet de masse et de collaboration qu'on n'aurait jamais vu avant. On est en train de mettre en place des ressources supplémentaires, des services pour les startups. On aura accès à un Fab Lab, on aura accès à des services publics, on aura accès à des services privés pour avoir un vrai accompagnement. Et c'est aussi un endroit assez visible. Donc si vous cherchez aussi de la visibilité, je pense que ça va être l'endroit où les gens vont regarder en premier quand ils viennent en France. Et moi, je milite pour que ça soit très international aussi. C'est que des bureaux. Ouais. Je rigole. Il y a un resto, il y a un Fab Lab. Ah non, il y a un accompagnement. Je ne communique pas sur ces éléments aujourd'hui, donc je ne peux pas aller dans les détails, mais oui, il y aura forcément. C'est pas juste un bureau et démerdez-vous. Yes. On a de tout. Les 3000 postes qui sont dans la zone startup sont tous en open space. Mais dans la première partie de la halle où on a des salles de réunion, le Fab Lab, l'amphithéâtre, on a aussi des bureaux privés. Oui, on a fait plein d'études. T'inquiète pas. Mes architectes, ils travaillent à fond dessus. On a choisi des matériaux spécifiques pour tout ça. On a fait plein de travaux supplémentaires. Mais en effet, donc si vous venez à la halle, il ne faut pas parler très fort. D'autres sujets, d'autres questions? Yes. J'avais juste une question sur Girls in Tech. Yes. Tu avais écrit un truc sur Facebook où Oui. vous avez lancé une deuxième initiative. C'est ça, donc je vous explique, parce que c'est politique. Girls in Tech, c'est un réseau qui a été lancé aux États-Unis. Et nous, on a lancé le premier chapitre en Europe, en France en 2010. Donc maintenant, ça fait 6 ans. Et j'ai assisté au lancement en Angleterre. On a fait plein d'autres chapitres en Europe. Donc aujourd'hui, une dizaine de chapitres dans plein de différents pays différents sur le continent. En revanche, les choix qui ont été faits aux États-Unis sont très orientés marché américain. Donc tout ce qui est financement par là-bas, tout ce qui est partenaire par là-bas. Donc on a dit on va être indépendant. Mais ça plaisait pas trop à la personne qui a monté l'initiative, ce que je peux comprendre. Donc on a dit on va changer de marque. Donc en fait c'est la même équipe, même plus ou moins initiative. On est un peu plus concentré sur l'éducation et ça s'appelle Starter. On a complètement changé de marque. On est indépendante, mais on est toujours pote avec tout le monde. Tout se passe bien. Donc si vous voulez vous engager, et je parle aussi aux hommes dans la salle pour l'entrepreneuriat au féminin, n'hésitez pas. On a plein de projets. On a aussi des hommes dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est en fait des choses à faire en fait? On a fait plusieurs initiatives de différents projets. On fait chaque année, par exemple, une compétition de pitch pour les startups fondées par des femmes.
Et ensuite, on envoie les meilleurs dans les plus grosses conférences, le web, South by Southwest, Web Summit, Slash, pour donner plus de visibilité à ces startups. Donc ça, c'est un projet. On a fait des cours d'initiation au code avec Microsoft il y a quelques années. C'était une série de 3 cours ou de 10 cours. C'est pas pour devenir développeur, ne vous inquiétez pas. Mais c'était juste pour les gens qui disaient mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, est-ce que je devais poursuivre. C'était pour donner juste des bases. Et sinon, on fait des meet-ups de temps en temps sur des sujets spécifiques. Donc, ça peut être dans la tech, ça peut être dans le financement, ça peut être en musique. Donc, on a plein d'événements différents. Et aujourd'hui, le site, c'est starter.org, si vous voulez plus d'infos. Tout. Tout. Si ça vous intéresse, si vous voulez faire partie de l'équipe, si vous voulez prendre la parole, si vous voulez ramener des clients, des sponsors, tout est possible. Je vais vous mettre aussi mon mail si ça ne veut pas s'afficher. There we go. Bon, vous ne voyez pas hyper bien, je crois. C'est rvarza@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter, ça marche très bien aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Excellent. Oui. Qu'est-ce que la Halle attend des startups? Ça dépend de... En fait, on a plein de différents acteurs qu'on attend. On attend aussi d'autres incubateurs, des startups étrangères. On attend de tout. Donc ça dépend, mais je pense qu'on est vraiment dans un esprit de collaboration, d'innovation. Et on veut que ça devienne presque un phénomène culturel. Que juste dans l'écosystème, on veut vraiment toucher plein de différents sujets et d'acteurs qui sont aujourd'hui peut-être un peu moins engagés avec des startups. Ah non, j'ai pas... on n'a pas encore tous ces éléments. Ouais. Mais des bonnes questions, comme ça je vois comment il faut réagir à la rentrée. On n'a pas encore eu... Association peut postuler, mais c'est un peu exceptionnel. Donc il faut que ça touche un peu les mêmes sujets, mais non, on regarde tout. Ouais. Et pas que tech non plus. Si vous êtes entrepreneur, vous faites, je sais pas, des chaussures innovantes, enfin, Vanalal. À la rentrée. À la rentrée, ouais. On va travailler beaucoup cet été. D'autres questions? Oh my god, vous êtes difficile, hein? C'est early stage. On est très early stage. On est avec des équipes qui sont pas très nombreuses. Je pense que la plupart des startups qu'on va regarder, c'est 10-15 personnes grand max. Donc si vous êtes beaucoup moins que ça va nous intéresser. Non. Xavier, elle a déjà suffisamment de fonds, je crois. C'est séparé. En fait, Kim va rester complètement en dehors de... Enfin, ils seront probablement sur place, mais l'activité ne va pas être mélangée. Any other questions? Ouais. Ouais, il y a du suivi. Je vois que ça, c'est une question, c'est une inquiétude presque dans la salle. C'est pas juste un bureau. Qui m'a posé cette question? C'est pas juste un bureau. Il y a de l'accompagnement et on va probablement regarder plusieurs stages, mais la plupart des startups vont être en early stage. Vous prenez un part? Pardon? Vous prenez un part? Non, non plus. Enfin, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire? Ah, nous, on est 10. On est 10, c'est vrai. C'est vrai. Non, en fait, on va embaucher des gens vers la fin de l'année, juste avant l'ouverture, pour gérer l'espace. Mais pour gérer le programme et tout ça, aujourd'hui, on est 10 et c'est largement suffisant. Ouais. Si on veut proposer de l'aide, par exemple, surtout pour de l'électronique ou du code... Avec plaisir.
avec plaisir. On commence déjà à construire une base de mentors, entre guillemets, potentiels. C'est plutôt les gens qui veulent aider les startups, donc vous pouvez m'envoyer un mail. Il y a aussi contact à al-fraissinet.com. Donc il y a 2 mails, il y a plein de mails. Other questions? Dernière question, parce qu'après, franchement, il fait trop chaud dans cette salle. Aujourd'hui, on est autour d'1 an, mais ça peut changer. Donc, je vous propose de ne pas vraiment vous rappeler de ce que je vous raconte là et de regarder plutôt en septembre qu'est-ce qu'on communique, parce que ça peut changer cet été, mais aujourd'hui, on regarde Startup Early Stage, à peu près 1 an pour rester dans la halle. Ça sera payant, pas de prise de capital. Pardon ? Non, bah, ça peut changer. Yes. Bonne question, très bonne question. Je pense que ça dépend de l'échec, très sincèrement. J'ai envie de vous raconter une histoire qui m'a un peu frappée récemment. Vous connaissez l'émission Capital sur M6 ? Vous avez suivi cette histoire avec la nouvelle personne qui va être animateur à la rentrée ? Il y a un article qui est sorti sur BFM, donc normal que ça casse les gens de M6. Mais en fait, ils ont critiqué cette personne parce qu'il a apparemment pas réussi 2 startups. Il a bossé pour des fonds d'investissement, il a lancé 2 startups qui n'ont pas été des succès. Et l'article est sorti comme quoi M6 a embauché quelqu'un qui n'a pas réussi. Moi, j'ai trouvé ça génial que M6 donne cette chance à cette personne. Et c'est un entrepreneur pour qui j'ai beaucoup de respect, même si ses projets n'ont pas été rachetés pour des milliards. Franchement, je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire par la suite et votre échec. Mais on travaille aujourd'hui. Je pense que culturellement, moi, j'ai vu des changements. J'ai vu avec FameCon, première année qu'on voulait faire la conférence, personne ne voulait être sponsor. Enfin, on parlait avec Orange et Nokia, et donc c'était déjà pas gagné. Et ensuite, on avait plein de speakers qui voulaient plutôt raconter comment ils étaient successful et ne voulaient pas raconter les échecs. Et j'ai vu que la dernière édition qu'on a fait, maintenant ça date un peu pour l'édition à Paris, 2014, on a fait à Bercy avec le soutien des ministres. Ça change tout. Donc tout le monde voulait raconter son échec, tout le monde voulait être sponsor. Hyper drôle. Mais je vois que ça change petit à petit en France. Okay, we made it. You can all go outside and breathe. Yeah.